place au parti pris. Nous rejoignent Pascal Perry pour l'économie. Merci beaucoup. Ruth Elkrieff pour la politique et Abnou Chalmani pour l'international. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, Ruth. David. Votre parti pris politique sur l'Iran, l'inquiétant et en même temps de la France et d'Emmanuel Macron, disons-le. Pourquoi ? Je vais vous dire, je viens d'entendre Emmanuel Razavi. On n'a pas la possibilité dans ce temps et dans ce moment d'être dans une forme d'ambiguïté et d'être dans un en même temps. Je viens de l'entendre et j'étais très bouleversée. Et c'est ce qu'on a envie de dire aussi quand on écoute Emmanuel Macron, parce que il a oscillé en une semaine et donc il est incompréhensible de ce point de vue-là, ou en tout cas, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. La semaine dernière, il a semblé soutenir, ou au moins comprendre la position israélienne, notamment parce que la menace iranienne est trop grave. Écoutez. Quand je regarde les résultats de ces frappes, elles ont permis de réduire des capacités d'enrichissement, elles ont permis de réduire des capacités balistiques, et elles ont donc des effets qui vont dans le sens recherché. On ne peut pas vivre avec une bombe nucléaire, c'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Et hier soir, à l'issue du Conseil de défense, il a demandé à Israël de mettre fin urgemment aux frappes qui visent des objectifs sans lien avec le programme nucléaire et balistique iranien. Alors, à l'Élysée, on rappelle, et c'est très important de le rappeler, que la France considère que cette menace nucléaire existe et qu'elle est inacceptable. Il y a un franchissement des seuils et une violation de tous les engagements de l'Iran. On évoque même l'idée d'avoir été proche de demander à l'ONU le rétablissement de toutes les sanctions contre ce pays. D'autant plus qu'on rappelle que les missiles balistiques de l'Iran peuvent atteindre l'Europe aussi. Alors, on n'est pas du tout donc sur le discours de ceux qui disent la menace, vous savez, vous vous rappelez, l'Irak en 2003, c'était faux et tout. Pas du tout, du tout. La menace, elle est réelle. Mais au vu, et ce sont les éléments de langage de l'Élysée, de l'ambiguïté stratégique d'Israël qui a élargi ses objectifs en s'attaquant par exemple à des installations énergétiques, au vu de ce qui apparaît comme la volonté de faire tomber le régime, Emmanuel Macron demande un retour rapide à la table des négociations, seule voie de règlement possible. Alors moi, j'ai quand même quelques questions parce que si on dit qu'on ne peut pas vivre avec une bombe nucléaire un vendredi et qu'on est le mercredi, il se passe 6 jours et en fait la bombe nucléaire n'est toujours pas disparue et pourtant on pense qu'il faut s'arrêter. Et donc il y a un petit côté calendrier qui est un peu contradictoire. Est-ce contradictoire de dire les frappes contre le nucléaire, oui, les frappes beaucoup plus larges, non ? Alors, évidemment, les Israéliens répondent que les frappes contre les autres infrastructures sont liées aussi au désarmement global et qu'il faut, pour pouvoir aller rechercher les batteries de missiles et pour arrêter les lance-missiles, il faut aller neutraliser un certain nombre d'autres structures. Ça, c'est du pur militaire, mais je parle maintenant de le positionnement politique et diplomatique. Alors, il y a des questions sur ce changement. Est-ce qu'il est lié à une pression des pays du Golfe qui seraient inquiets des rétorsions possibles de l'Iran ? Il y a un accord qui lie la France, un accord de défense qui lie la France aux Émirats. Et donc, la France serait peut-être obligée de bouger. Puis, est-ce qu'il est lié à des préoccupations de politique intérieure ? Il faut poser la question. La France ne doit pas sembler oublier Gaza, c'est tout à fait normal. Et peut-être qu'apparaître comme un soutien d'Israël, c'est très délicat aujourd'hui. Et certains hommes politiques de droite déplorent qu'ils ne sachent pas désigner l'ennemi principal, le terrorisme islamiste dont l'Iran est le berceau. Marine Le Pen, tout à l'heure, n'a pas critiqué Macron directement, Emmanuel Macron, le président. Mais elle a dit on ne peut avoir aucune ambiguïté parce que c'est le régime iranien. Parce que c'est le régime iranien. Donc, quelles que soient les raisons, au lieu de rassurer, ces oscillations d'Emmanuel Macron, elles inquiètent et elles sont illisibles. Cette volonté de toujours vouloir corriger le premier mouvement et d'aller dans le sens inverse pour équilibrer, en fait, ça ne satisfait personne. Et je voudrais que vous écoutiez évidemment les Israéliens. Ils sont dans une très très déçus. L'ambassadeur était sur le plateau de Darius Rochebin hier soir. On a des difficultés des fois à suivre exactement la ligne. Le président avait commencé avec une ligne très supportive qui supportait le droit d'Israël de se défendre. Voilà, et ils invoquent avec un peu de nostalgie la déclaration de Friedrich Merz, l'Allemand, le chancelier, qui a dit tout haut ce que beaucoup, y compris dans les pays arabes, pensent tout bas. Regardez, Israël a le courage de faire le sale boulot pour nous tous en attaquant l'Iran. Et ce que je vous disais, c'est que ça ne satisfait personne, parce que cette phrase-là
cette position d'Emmanuel Macron, elle satisfait pas non plus ceux qui disent c'est une attaque illégitime, illégale et qui demandent une condamnation franche d'Israël. Elle est trop ambiguë aussi pour eux. Et donc à l'arrivée, c'est quelque chose qui n'est pas assez clair et qui n'est pas qui n'est pas un facteur de renforcement. Quoi qu'il en soit, ce que le monde entier attend, vous l'avez dit souvent, c'est la décision de Donald Trump. C'est pas la décision d'Emmanuel Macron. Abnous. Je pense que Ruth a tout à fait raison et je pense que la meilleure solution, c'est qu'Emmanuel Macron passe quelques heures avec Emmanuel Razavi. Ça se passera très bien après. Il saura de quoi il en retourne. Pascal, votre parti pris économique, l'Allemagne relance sa défense, mais une de ses plus grandes entreprises de défense noue un partenariat stratégique avec une entreprise américaine. Vous dites Europe de la défense, mon œil. Oui, c'est un peu le mariage qui inquiète, mariage entre Rheinmetall et une société américaine inconnue du public français qui s'appelle Anduril. Alors, Rheinmetall, si vous n'êtes pas familier, c'est un géant allemand des châssis automobiles qui est en même temps un grand fabricant de munitions, qui a été un co-constructeur du char Léopard et qui joue donc la carte américaine contre la carte européenne. Alors quand je vous aurais dit que le premier actionnaire de Rheinmetall, c'est le fonds américain BlackRock, vous avez une partie de la réponse, mais une partie seulement. Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rheinmetall pèse 80 milliards d'euros de valorisation en bourse et Anduril, la société, c'est plutôt une start-up, très étonnant d'ailleurs, phénomène très américain. Elle fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais elle est valorisée à la bourse à quelques dizaines de milliards d'euros. Donc Anduril, c'est une société américaine qui s'associe avec Rheinmetall et qui va, à mon avis, révolutionner le secteur de la défense. On est au cœur des sujets qu'on évoque chaque jour sur LCI. Elle s'est spécialisée dans les drones de combat, dans les missiles de croisière, sous l'angle de leur contenu technologique. En fait, elle travaille sur les armes intelligentes du 21e siècle. C'est la ressource ou les ressources de l'IA, l'intelligence artificielle, au service de la défense. Et à elles deux, ces sociétés, Rheinmetall plus Anduril, représentent plus de 100 milliards d'euros de capitalisation boursière. La capitalisation boursière, c'est pas simplement un chiffre. Ça sert aussi à faire de la recherche, à trouver de nouveaux systèmes. Ça sert notamment à l'innovation de rupture. Quand on compare ça au fleuron de l'industrie de la défense française, Thales, 50 milliards d'euros. Donc vous avez là une association qui fait le double. Et c'est une association qui est une petite révolution, ça a été annoncé cette semaine au Bourget, puisque les deux associés vont produire ensemble des drones intelligents sur le continent européen. Alors le choix américain, il a également été dicté par des considérations psychologiques. Il y a toujours des histoires d'hommes dans cette affaire-là. Le patron de Rheinmetall, qui s'appelle Armin Papegger, a longtemps été considéré comme un fabricant du secteur des transports et pas véritablement un membre de la famille du secteur de la défense. Inutile condescendance d'ailleurs, puisque en 2 ans, et ça aurait dû ouvrir les yeux de tout le monde, en 2 ans, le cours de bourse de Rheinmetall a augmenté de 2300%. Rheinmetall était considéré, dans le milieu de la défense, comme un industriel rustique. La leçon de cet épisode, qu'est-ce que c'est ? C'est que l'industrie de la défense a été pendant très longtemps une industrie de caractère régional. Pour des raisons qui étaient également des raisons légales, puisque vous savez que pour utiliser certaines armes, il faut l'autorisation du fabricant. Donc on fabriquait en Europe, on achetait de temps en temps du matériel américain, mais là, on a une nouvelle vision. En réalité, ce marché est en train de devenir un marché mondial et Armin Papegger veut faire un groupe de défense global avec une forte capacité financière, de recherche et d'innovation. Nous sommes toujours, nous Français, les deuxièmes exportateurs d'armes dans le monde, alors très loin des Américains, mais dans le secteur de l'industrie, dont la valeur est faible dans le PIB, la défense, en France, représente une part extrêmement significative. C'est vous dire donc qu'il faut choyer cet écosystème. Oui. C'est 4000 entreprises et c'est 250 000 salariés, et c'est une part significative de la recherche et de l'innovation qui sert ensuite dans le civil. Il faut donc s'organiser, mobiliser du capital public, du capital privé, pour éviter que ne se produise dans le domaine de la défense ce qui est en train de se produire dans l'automobile, c'est-à-dire que nous disparaissions du marché purement et simplement. Ça serait pas plus mal aussi qu'il y ait une forme de préférence européenne entre fabricants. Il y a une loi qui est passée, une loi qui a été proposée par François-Xavier Bellamy aujourd'hui pour qu'il y ait 75% de fabrication européenne dans toutes les armes achetées par les Européens à partir avec le fameux fonds européen. Abdous, votre parti pris international, vous nous parlez du Portugal. Consternation au Portugal, où une cellule néo-nazie a été démantelée qui projetait une action d'éclat.
Mais oui, c'est un groupe explicitement néo-nazi, anti-immigration, anti-élite, Movimento Armilar Lusitano, le MAL. Ça porte bien son nom. Il a été démantelé. C'est une opération coordonnée par la police. Alors l'enquête, comme toutes les enquêtes maintenant, débute sur les réseaux sociaux. On a vu des appels à la violence, des appels à la haine. Ils ont commencé à s'y intéresser. Et voilà, 6 individus interpellés, dont un officier de police municipale, ce qui a énormément choqué au Portugal, dans l'opinion publique, puisque en crainte d'infiltration du groupe néo-nazi des institutions portugaises. Qu'est-ce qu'on a découvert ? Vous le voyez à l'image. Des livres d'Hitler, des tracts néo-nazis, des explosifs, des armes à feu, y compris des armes automatiques fabriquées par impression 3D, je vais y revenir, des munitions, des couteaux, du matériel informatique. Alors, les armes imprimées en 3D, pourquoi est-ce qu'ils inquiètent particulièrement ? C'est qu'ils sont indétectables et qu'ils sont plus faciles à dissimuler. Vous savez, c'est comme un Lego, ça a l'air d'un jouet, et on peut ne pas comprendre que c'est ça si vous trouvez ça dans une valise ou porté sur quelqu'un, on pourrait croire un briquet, etc. Donc, leur but, c'est de renverser le régime, et plus précisément, le MAL vise à se constituer en mouvement politique soutenu par cette milice, mais vraiment une espèce de tripe paramilitaire, c'est-à-dire on est un parti politique et notre milice va nous aider à parvenir au pouvoir et on s'y installe et c'est parti. Alors ils sont poursuivis pour participation à une organisation terroriste, incitation à la haine, crimes liés à la discrimination, incitation à la violence et possession d'illégales d'armes. Alors juste pour info, en mai 2025, 3 Britanniques avaient été interpellés, eux aussi, condamnés pour actes de terrorisme, mais aussi projetés de tuer des imams et des rabbins, et ils avaient des armes imprimées par 3D. Alors cette branche du MAL, c'est intéressant parce que là c'est la branche armée, mais sur un réseau Telegram, un groupe Telegram, il parlait avec à peu près 900 sympathisants qui les soutenaient. Et parmi eux, on a découvert Manuel Matias. C'est le père de Rita Matias, une députée de Chega, le parti d'extrême droite portugais, qui est devenu la deuxième force politique du pays avec plus de 20% des voix, 60 sièges au Parlement. Et c'est intéressant parce que Chega, pendant des manifestations, se coordonne avec le MAL, mais aussi, alors là, c'est vraiment que des gens très sympathiques. Le Grupo 1143, de la date de la fondation du Portugal, qui a été relancé, qui existe depuis très longtemps, mais qui a été relancé en 2023 par Mario Machado, néo-nazi notoire, qui se présente comme un groupe suprémaciste blanc, anti-islam et nostalgique du fascisme. Et alors, eux, leur spécialité, c'est les tags, les croix gammées, ou le chiffre 88, qui est le chiffre pour dire Heil Hitler. Ils harcèlent systématiquement les minorités ethniques et homosexuelles. Vous allez me dire classique, mais alors maintenant, depuis 2020, c'est l'envoi, mais en masse, de lettres, de menaces envers des élus, des gens de la culture à quitter le pays ou subir les conséquences. Ils ciblent des militants antiracistes, des députés de gauche, des journalistes. Il y a quelques jours, ils étaient une trentaine à attaquer des acteurs à Lisbonne lors des festivités du Portugal Day. Et un comédien qui a été grièvement blessé. Et un autre groupe, là c'est un parti politique, RGTT, de l'ex-magistrat Rui Fonseca et Castro. Et pareil, ils font le coup de poing avec Chega. Là il y avait la commémoration de la révolution des œillets qui avait permis de renverser le dictateur Salazar. Ils se sont tous coordonnés pour aller taper du démocrate. Ça a été assez violent, et eux sont pour l'action directe. Donc ce genre de manifestation, ça les arrange parce que ça prouve, ça leur fait une pub d'enfer, que l'action directe fonctionne. Mais c'est assez impressionnant. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.